et Gérard Pierre. Je suis né le 27 juin 1925 à Grand-Fort-Philippe-Nord. Mes parents ont repris un hôtel café-restaurant en 1937 à Dunkerque. Le 20 mai 40, l'hôtel de mes parents a été entièrement détruit et nous sommes restés ensevelis 24 heures dans les combles. Les pompiers nous ont sortis, mais comme mon père, ancien officier mécanicien de la marine de guerre, avait été réquisitionné au tramway de Dunkerque, les tramways de Dunkerque administrés par la même compagnie de tramway de Nantes, mon père a reçu l'ordre de rejoindre Nantes. On a rejoint Nantes en le 20 mai 1940. De là, j'ai travaillé 6 mois au tramway de Nantes. Ensuite, j'ai été travaillé comme destinateur à la SM Caso, Société nationale de construction aéronautique de Sud-Ouest à Bobigny. À la destruction de l'usine, je me suis engagé à l'âge de 18 ans, à la défense passive de la ville de Nantes. Et là, on m'a conseillé de rentrer à la compagnie des pompiers de Nantes comme sapeur-conducteur des véhicules d'incendie et sanitaire de la compagnie de Nantes. Pour éviter, en cas de bombardement, que la caserne Gouzet de Nantes soit détruite, des postes ont été créés aux 4 coins de la ville de Nantes, au pont du Sens, à Route de Vannes et principalement à la Moronnière, à l'orphelinat de Bethléem. Donc, moi j'ai fait partie de ce groupe qui était stationné à la Moronnière, sous les ordres du sergent avec 10 hommes, une motopompe, des tuyaux d'incendie et une sanitaire. Et c'est là qu'en 1943, on est venu me contacter à l'estaminet qui se trouvait, et toujours, à la Moronnière. Un monsieur m'a demandé, vous venez de Dunkerque? Oui. Vos parents ont tout perdu? Oui. Voulez-vous faire partie de la résistance? J'ai dit oui, mais dans quelles conditions? Ils m'ont dit voilà, comme vous avez une sanitaire, la nuit, cette voiture servira pour faire des transports nocturnes. J'ai donc accepté, mais j'ai dit attention, il y a le sergent, etc., etc. On m'a dit, vous ne vous inquiétez pas, on va vous donner une blouse blanche avec une croix rouge. Comme vous avez un laissez-passer, on lui dira qu'il y a des évacuations sanitaires d'urgence. Et pendant la résistance, c'est moi qui portais comme on recevait des ordres, des plis à l'orphelinat de Bethléem, j'allais, moi, porter des plis au 1 rue Kléber. Vous transportiez des plis, c'est ça votre action? Au début. Au début. Et après, transporter des armes. Le principal, c'est qu'il venait, il me disait on a une évacuation d'urgence à faire. Le sous-officier qui nous commandait n'était pas réticent. Et là, avec l'ambulance de nuit, on se rendait en passant par la Jonelière, à la Chapelle-sur-Herbe. Oui, oui. Là, c'était parachuté, là. on n'assistait pas au parachutage, nous, on ramassait les armes qui avaient été parachutées et on les ramenait à l'orphelinat et il est stocké là-bas. Ces armes ont été stockées jusqu'à la libération, en fait, quoi. La suite est la suivante, c'est que dans la nuit de 43 à 44, je ne savais pas que le PC de la Résistance était précisément à la Jonelière, à l'orphelinat de Bethléem. Et là, nous avons rejoint l'ordre dans la nuit de nous regrouper au lycée de la Moronnière, où il y a eu tout le rassemblement de la Résistance. C'est là que j'ai fait connaissance du lieutenant Vincent et du lieutenant Guinel.
le commandant Grandjean qui commandait à l'hôtel du Gemont, c'était le collège du Lopidi. Et le commandant Grandjean nous a donné l'ordre d'aller tous les trois à 8 h du matin, le 12 août 1944, d'aller enlever le drapeau allemand de la préfecture et le faire remplacer par le drapeau français. On était trois. Vous étiez trois, Oui. c'est ça. Il y avait le lieutenant Vincent, Oui, qui a terminé colonel, Oui. et le lieutenant Guinel avec moi, d'accord. qui étaient des lieutenants de la résistance. D'accord. Oui. Voilà. Oui. Alors, on est arrivé à la préfecture, il y avait des agents de ville qui étaient là, on leur a dit ouvrez-nous les portes, on sait ce qu'on a à faire, et le préfet ne s'est pas opposé. On est monté, on a enlevé le drapeau, puis c'est très simple. On est dans le même jour, à 14 h, c'est nous qui avons tous les trois accueilli les Américains à leur arrivée, route de Rennes. D'abord, c'est de répondre à l'appel du général de Gaulle. Il a dit la France n'est pas perdue, la France a perdu une bataille, ce n'est pas une petite bataille, c'est un conflit mondial. Et c'est la raison pour laquelle j'ai combattu pour que la France redevienne la France et ne soit pas au joug des Allemands. À 19 ans, vous pensiez ça. Voilà. C'est la raison pour laquelle. Voilà. Qu'on est venu me chercher et que j'étais volontaire. Quoi. Est-ce qu'à 19 ans, vous aviez un personnage qui vous guidait ou qui vous servait d'exemple? Vraisemblablement, c'était le général de Gaulle Exactement. qui vous servait de cap. Voilà. Mon père était un ancien officier de la marine. Voilà. C'est quelqu'un de l'armée. Donc, il vous avait éduqué dans ce sens-là aussi. Voilà. Mais oui. Parce que c'est arrivé au Pouliguen. Et surtout, avec les Allemands, on les a obligés à la Baule. C'est eux qui avaient miné la plage de la Baule, mais par malheur, ils avaient brûlé les plans. Alors, résultat, on les a obligés, eux, à déminer. D'accord. Ah oui. Ouais. Donc au péril de leur vie, là. Parce que Au péril de leur vie, il y avait pas le il y a plan. eu des jambes, des bras cassés. D'accord. Et c'est à l'hôtel de l'Ermitage où ils avaient en fait créé dans les caves de l'hôtel une salle de radio. C'est là qu'ils soignaient leurs blessés. D'accord. Ils avaient fait un hôpital de campagne À l'hôtel d'Ermitage à à l'hôtel de la Baule. D'accord. En 1945, Donc il avait miné toute la plage. ils avaient miné la plage et D'accord. c'est eux qui l'ont déminé. Bah oui. Puisque par Ils n'ont pas pu vous donner les plans. les Allemands, j'ai assisté à Saint-Nazaire au Pouliguen à la signature de l'acte de capitulation des Allemands. C'est ça. Ouais. Parce qu'eux ne voulaient rien savoir. D'ailleurs, il y a eu la même chose à Royan. Hein. La poche de Royan. La poche de Royan La comme la poche poche de Saint-Nazaire. Voilà. Non, c'est pas grave. Voilà. En ce qui me concerne, j'ai fait partie de l'école de cadre. J'ai été nommé aspirant à compter du 1er janvier 1946. Et de là, je suis parti. J'ai pris la défense, j'ai pris le commandement et la défense de la 125e compagnie médicale commandée par le médecin capitaine No au Temple de Bretagne. Là, nous avons toutes les armes qui avaient été stockées au Lopidi ont donc servi à équiper des compagnies qui ont servi pour la défense du front de Saint-Nazaire qui a duré 1 an. Et moi, j'ai participé à la libération du Pouliguen avec le 1er bataillon de chasseurs à pied. Et c'est là que du 1er bataillon de chasseurs à pied, par une erreur de transmission, j'ai été nommé adjudant d'active à compter du 1er janvier 1946. Et c'est là que j'ai pris parti et je me suis engagé au 1er
régiment de chasseurs parachutistes à la caserne Bernadotte à Pau. Le régiment a fait mouvement sur l'Algérie, un bataillon à Sétif, un bataillon à Philippeville, un bataillon à Djeli. Et c'est en 1946 qu'un des bataillons auxquels j'appartenais, le 3 premier RCP, a été désigné pour partir en Indochine. Commandé par le commandant Fossé François, qui était compagnon de la Libération, et c'est lui qui a commandé les maquis de Corrèze. Donc, pour le départ en Indochine, nous avons été embarqués de Sétif à Beaune sur le croiseur Duquesne, bateau de guerre. Donc, 800 personnes sur un bateau de guerre à destination de l'Indochine. En arrivant dans la baie de Saïgon, le bataillon a été transbordé sur le Champollion, un bateau de plaisance, quoi. Le Champollion nous a emmenés en baie d'Allon, et en baie d'Allon, nous avons été transbordés sur des vedettes de débarquement pour aller jusqu'à Haïfon, et ensuite à Hanovre. Donc le bataillon a travaillé dans la zone pour protéger le pont et éviter que le pont d'Hanoï soit démoli. Ensuite, par la suite, donc le premier bataillon et le deuxième ont rejoint l'Indochine et ont formé justement la division parachutiste. Et c'est là qu'il y a eu une grande opération aéroportée, Bacane, Chaudonne et Tenguyen. Donc, c'est là qu'on a sauté en parachute. Moi, j'ai sauté en parachute à Bacane, et ensuite, j'ai sauté en parachute à Tenguyen. C'est là que j'ai été blessé, et que, donc, j'ai passé mes deux ans, donc 47, 48, jusqu'en 49, à toutes les opérations du 3e bataillon de chasseurs parachutistes en Indochine. Voilà l'histoire de ma blessure. En sautant en parachute, j'ai été reçu à coups de grenade. Bon, j'ai perdu un tympan, j'ai perdu la moitié d'un œil, et ça s'est bien passé, mais à cette époque-là, il n'y avait pas d'hélicoptère. Donc, ce sont les jeunes infirmiers qui m'ont soigné comme ça. Et à l'antenne chirurgicale, ils m'ont enlevé les éclats un peu partout. Ensuite, nous sommes rentrés en France sur le Pasteur, le paquebot Pasteur. J'ai été rappelé à Sétif, donc en 49. Là, j'avais donc passé, avant de partir en Indochine, mon brevet de parachutiste, et j'avais été parachutiste, breveté moniteur, avec le brevet numéro 12139, exactement, en 1946. Donc, après, au régiment, en 1958, à Alger, c'était le général Salan qui devait décorer 3 adjudants-chefs, dont je faisais partie. Et comme c'était l'arrivée du général de Gaulle, c'est lui qui nous a décorés tous les 3. À la suite de ça, moi qui commandais la base avancée, c'est là qu'il y a eu la fameuse opération héliportée au sud de Tizi Ouzou, au Djebel Mansoura, exactement. Ensuite, le régiment, moi, au régiment, au premier RCP, je suis resté 20 ans, de 1946 à 1966. Pendant 5 ans, j'ai été porte-drapeau du régiment le plus décoré de la Seconde Guerre mondiale. 2 palmes sur la 39-45, 5 sur la TOE et 2 sur les valeurs militaires.
le régiment, en 1964, comme porte-drapeau, j'ai défilé à la tête du régiment avec le colonel en 64 aux Champs-Élysées à Paris. Et en 65, j'ai été désigné comme porte-drapeau toujours pour aller inaugurer la statue au Ménil-Quillot, une statue pour les morts et les blessés qui ont sauvé le Ménil-Quillot dans les Vosges en 1944. Après 66, après 20 ans de parachute, j'ai été affecté à Nantes pour commander le 2e groupement d'instruction à la caserne Ménilette, au CISS numéro 1, au service de santé à Nantes. Là, j'ai commandé le 2e groupement. Le 3e groupement était commandé par le lieutenant Mekachera, qui, quelques années après, est devenu ministre des anciens combattants. Et c'est en 72, avec le capitaine Mekachera, que nous avons été convoqués à Paris si on voulait prendre notre retraite. Donc, j'ai pris ma retraite comme commandant, mais on est venu me chercher si je voulais bien être délégué de l'Association Générale de Prévoyance Militaire, et ça a duré 10 ans, jusqu'en 1982, où j'avais 3 départements, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et la Vendée. L'AGPM, c'est une association générale de prévoyance militaire qui était réservée aux militaires et ceux qui avaient combattu en Indochine ou en Algérie. Et j'allais faire des conférences. J'avais une école à Angers et une école à Saumur, dans les 3 départements, et j'allais faire des exposés dans les 3 écoles. Je suis toujours vice-président de 4 associations. La Légion d'honneur DPLV, c'est ceux qui ont eu la Légion d'honneur au péril de leur vie. D'accord. La médaille militaire, l'Ordre national du mérite et les FFI, anciens combattants de la résistance. Voilà. Force française de l'intérieur. Voilà. Force française de l'intérieur. Alors notre but à nous, c'est dans les associations, beaucoup n'obtiennent pas leur dû par ignorance. Eh oui. Et c'est à nous, c'est pour ça qu'il y a des associations, Oui. on prend leur dossier, on l'étudie et on le transmet pour décision. Pour les jeunes qui sont à l'école actuellement, c'est de bien travailler et de faire du sport. Parce qu'en faisant du sport, c'est le sport, moi, qui m'a sauvé. Étant invalide de guerre à 100%.